Cet épisode est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Madame Olivia Lucioni, que l'on va découvrir le fabuleux métier de la VF avec elle. Bonjour Olivia, bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de m'accueillir, merci de me recevoir. Je pense que j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Luduc en passant. Au début, lorsqu'on est hors d'onde, des fois, je donne des petites directives et là, je viens de me rappeler que j'ai oublié de donner mon nom, tout simplement. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Olivia, je suis très, très, très content parce que, encore une fois, c'est une entrevue qui a été rendue possible grâce à mon ami Christophe qui nous a mis en contact. Donc, un gros merci à lui. Euh, Écoutez, on va faire tout de suite euh, le, le résumé de votre carrière, tout simplement. Vous êtes actrice et directrice artistique française et vous êtes très active dans l'univers de la VF. Au niveau des voix, on va y revenir, bien entendu. Soyez patient à la maison. Euh, Olivia, une question que j'aime Oui, bien poser auprès des gens auprès des gens que l'on rencontre. Vous souvenez-vous de votre premier rôle en VF que vous avez eu dans votre carrière? alors, je m'en souviens, oui et non, dans le sens où c'était pas un rôle très important, c'était ce qu'on appelle un petit guest, mais c'était marquant pour moi parce que c'était en 1998, Mhm. donc c'était pas hier, celui où je le distingue des autres, dans le sens où en 98, j'ai fait ce premier rôle et je n'ai pas arrêté derrière. Voilà, j'ai vraiment lancé ma carrière, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, à partir de cette année-là. Maintenant, j'avais déjà commencé à travailler plus petite, en 91 et en 92, mais j'avais arrêté. J'étais à l'école, je travaillais pas beaucoup. À partir de 98, je me suis lancée. Et je me suis lancée avec cette magnifique série qui s'appelait Alerte à Malibu, donc Baywatch. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben on connaît très bien au Québec, oui, exactement. Donc j'ai commencé à lancer ma carrière, encore une fois, entre guillemets, parce que j'aime pas vraiment ce terme-là, mais voilà, en 1998 dans Baywatch. Ok, parfait, c'est bon. Et est-ce que c'est ça, est-ce que ce rôle-là vous a amené d'autres portes automatiquement? Le directeur artistique de l'époque vous a remarqué, vous a dit, Hey, je prends ton nom en note, j'aimerais que tu reviennes pour un autre test, ou c'est venu par la suite du bouche à oreille, tout simplement? Alors en fait, le directeur artistique de l'époque, il y en avait deux sur cette série. C'était de la co-direction et c'était Pascal Vital et José Lucioni, les deux directeurs artistiques de la série. Ah, ben oui, Euh, on rappelle aux gens, José Luciani, c'est votre père qui nous a oui, malheureusement quittés récemment. Pour les gens qui se le demandent, il a fait la voix de Victor Sullivan dans Uncharted et je crois qu'il avait fait aussi le Major Landry, voyons, le Général Landry dans Stargate, pour les gens qui il s'intéressent. était surtout Al Pacino. Ah, ben oui. Al Pacino, de notre côté, malheureusement, ça l'a pas traversé l'océan, parce que de notre côté, tout ce qui a rapport avec le doublage de cinéma, je sais que c'est les Vous avez les francophones. vôtres. Oui, c'est ça, on Vous a avez les nôtres, votre tout voix simplement. attitrée. Oui, Vous avez voilà. votre voix attitrée et c'est bien normal. Ben non, il n'y a pas de Mais problème, chez mais nous, de l'autre côté, c'était Al pour nous, Pacino, je comprends très bien. voilà, pour nous, les versions francophones françaises, c'était mon papa qui était la voix d'Al Pacino. OK. Et Comment voilà, c'était comme de c'était eux deux qui Oui. dirigeaient, Mhm. mon père, lui, c'est moi qui ai insisté en lui disant, je veux que tu me fasses travailler, je veux que tu m'entendes. À la suite de ce petit rôle donc dans Baywatch, il m'a dit, OK, donc à partir de maintenant, tu vas aller faire tes armes ailleurs. Moi, je ne te ferai pas travailler. Va Mhm. faire tes armes. Donc ça voulait pas dire que c'était ni bien ni mauvais. C'était, allez, va apprendre chez les autres, pas chez moi. Comme ça, tu n'auras pas mes amis, tu n'auras pas mes ennemis. Tu vas travailler ailleurs. J'ai pris un pseudonyme et j'ai commencé à travailler sous un pseudonyme sans qu'on sache de qui j'étais l'enfant. Wow, OK, c'était vraiment une sorte de couverture pour vous éviter qu'il n'y ait pas de C'est ça. favoritisme, là. Wow, Exactement. OK. Et Et donc est-ce que mon ça père a vous... commencé à vraiment me faire travailler tard. OK. Est-ce que ça vous a amené certaines épreuves qui ont été dures à franchir de votre côté? C'était assez cocasse pour le coup, parce que mon père était quelqu'un qui avait un très 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 fort caractère, une grande gueule comme on dit, pas forcément
c'est pas tendre, parce qu'il était très tendre et il était très gentil, mais il était très exigeant et très passionné par son métier. Donc parfois, ça montait très vite dans les tours. Alors quand on lui disait, dis donc, José, tu te calmes, tu me parles un peu mal, là, il s'excusait tout de suite parce qu'il voulait pas du tout faire de peine aux gens. Mais voilà, à chaque fois, il disait, oh, je m'énerve pas, je me passionne. C'était sa phrase. Parce que c'était vrai, il était tellement passionné, il était tellement exigeant que voilà, ça prenait parfois certaines proportions. Et il voulait pas justement qu'on puisse me reprocher son comportement. Et parfois, j'entendais des gens dire, oh là là, j'ai travaillé, pardon, je vais être vulgaire, ah, j'ai travaillé avec ce connard de Lucioni. Et moi, j'étais à côté. J'entendais les gens parler. Moi, ça me faisait rire. Très honnêtement, ça me faisait rire parce que je les faisais parler. Je disais, ah bon, bah, raconte-moi comment ça s'est passé. Est-ce que la relation, lorsque vous travailliez avec José, était particulière lorsque vous étiez avec le pseudonyme? Est-ce que c'était bonjour, personne dont je ne connais pas du tout l'identité? Est-ce la première fois que nous nous rencontrons? Ah, peut-être. Comment ça se passait? Est-ce que vous jouiez le Non, jeu jusqu'à la fin? non, bah, pas forcément, parce que mon père était très... bah, déjà, il était dans ce métier depuis X années, quand même. Donc, toutes les personnes de mon âge, ou un peu plus grandes, ou même un peu plus jeunes, il les connaissait, il les avait tous vus grandir. Les Dorothée Tousseo, les Donald Renew, les Valérie Ciclet, les Christophe Lemoine, tous ces gens-là. Et donc, je suis un peu au milieu et un peu plus jeune qu'eux, mais toute cette tranche-là, toute cette génération-là, il les connaissait depuis tout petit. Donc, en fait, il était très tendre avec eux, et donc avec moi aussi, par la force des choses. Donc j'étais, pour les autres, j'étais une autre enfant, voilà, de ce sérail-là que José connaissait depuis longtemps. À aucun moment, sauf quand je donnais mon nom, les gens pouvaient imaginer que j'étais sa fille. OK. Et c'est à partir de quel moment que vous avez accepté, ben pas accepté, mais plutôt vous avez levé le voile sur votre couverture? Est-ce que ça a pris un certain temps? Non, ça a été assez rapide vers ma majorité, en fait. OK. Ah, environ vers Vers ma 18 ans. majorité, vers 18-19 ans, j'ai récupéré mon nom, en fait. Parce Ah que ah, j'avais je fait suis mes la armes fille ailleurs. de C'est ça. José! Voilà. J'avais Ah, vous récupéré. m'avez tout dit des choses mauvaises à propos de mon papa! Je m'en rappelle! Non, c'est que j'ai, euh, j'avais fait mes armes. Voilà. J'avais fait mon prénom, en fait. Donc, je Parfait. pouvais récupérer un nom, ça posait pas de problème parce que j'avais réussi à me faire un prénom. Parfait, c'est bon. Justement, au niveau de la culture geek, vous faites également la voix d'Ahsoka, qui s'est retrouvée dans plusieurs projets sur Disney principalement. Est-ce que vous pouvez me rappeler, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est passé le test pour obtenir ce rôle? Alors, Ahsoka, ça a commencé il y a pas loin de 20 ans maintenant. Mhm. On n'en est pas loin. Oui. En fait, pour Clone Wars, pour le film Clone Wars, il y avait donc des essais pour ce nouveau personnage, cette petite fille. À l'époque, c'est une petite fille dans le film, elle avait 12-13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et Lucasfilm a essayé plein de comédiennes. C'est Daniel Bachelet qui dirigeait Clone Wars. Et donc un jour, Daniel Bachelet m'appelle en me disant, écoute, apparemment tu fais des petites filles, tu peux t'alléger, viens passer un essai. Mais je crois que j'ai été la 12e ou la 15e à passer les essais, il y en a eu plein. On me dit, voilà, on galère, ils trouvent pas ce qu'ils veulent. Viens, on essaye. Donc je suis venue, j'ai passé les essais. Et Lucasfilm a renvoyé un mail en disant nous sélectionnons Olivia Luciani pour la voix d'Ahsoka Tano. Donc j'étais folle de joie. En plus, je savais qu'il y avait des copains dedans. Donc Oh, c'était oui. plutôt cool parce que j'enregistrais donc avec Emmanuel Garijo et Bruno Choel. Donc il y a quand même plus désagréable à la barre. Donc voilà, ça a commencé par les essais de Clone Wars. Et comme Lucasfilm à l'époque et maintenant Disney sont des gens fidèles au niveau du personnage et donc ils respectent le public et ils respectent l'oreille du public. Tout ce que Ahsoka a pu faire, ça a toujours été moi. Sauf on a eu un petit couac en France sur Clone Wars sur quelques saisons de la série où on a été remplacé pendant une saison et demie ou 2 saisons Est-ce qu'il avec y avait, Emmanuel Garijo, Bruno Choel. est-ce qu'il y avait une raison Il particulière? y avait oui, il y avait une raison, c'est-à-dire que pendant ces 2 saisons-là, le projet a changé de studio. Ah, d'accord. Il est parti dans un autre studio. Et comme dans cet autre studio, Daniel Bachelet, qui était toujours la directrice artistique, et Michel Berda, qui était l'adaptateur, ne continuaient pas la série, nous avons décidé d'être solidaires de notre directrice artistique et de notre adaptateur. Et nous avons décidé de ne pas les suivre. Mais la vie fait que 2 saisons plus tard, la série est revenue dans le studio d'origine avec la DA d'origine et l'adaptateur d'origine. Donc nous avons repris nos rôles.
Wow. Et le Et j'ai toujours personnage. continué, même quand, bah, là, maintenant, la série, c'est Rosario Dawson. Et je ne suis pourtant pas la voix attitrée de Rosario Dawson, mais comme je suis la voix du personnage, c'est quand même moi qui la double dans la série. Ben, je trouve ça fantastique parce que, tu sais, comme vous avez mentionné, il y a quand même un très grand respect au niveau du personnage et aussi pour l'auditoire qui se sont attachés à la voix VF. Et ça, je trouve ça fantastique. Est-ce qu'il y a eu une période où ce que vous vous êtes dit, ah ben là, on tombe en live action, est-ce que mon job est assuré ou on vous J'ai a eu un laissé peu comme peur de ça? ça. Ok, parfait. Non, j'ai eu peur. Alors, peur. Je pars du principe que personne n'appartient à personne. Mhm. Donc, si on avait dû me remplacer, ben, on me remplaçait. Tant que c'est pour le bien du public et du produit et du résultat final, moi, ça me pose pas de souci. On fait ça pour le public de toute façon. Donc, c'est lui qui doit passer en premier. Mais c'est vrai que quand on m'a dit, il va y avoir un live action d'Ahsoka, je me suis dit, oh là là, quelle comédienne ça va être. Et si c'est une comédienne avec une voix attitrée, j'espère qu'il y aura des essais, au moins, Oui. que je puisse tenter ma chance. Et en fait, bah, il n'y a pas eu du tout d'essais. Mhm. Disney a pas cherché parce que ça a démarré sur Mandalorian, la première fois qu'elle est apparue. Et Mandalorian, c'était Edgar Givry de mémoire qui dirigeait. Et donc Edgar Givry m'a appelé en me disant, bah il y a ton personnage. Donc voilà, il y a pas eu d'essai. On m'a appelé, on m'a dit, bah tu viens, faut que tu viennes. OK. Est-ce qu'il y a Donc des... j'ai trouvé ça génial. OK, parfait. Est-ce que le personnage d'Ahsoka se fait... Ben, pas... Est-ce que votre voix se fait automatiquement reconnaître grâce à ce personnage ou c'est quand même assez discret? Il y a une grosse différence entre votre propre voix et celle d'Ahsoka en public? Alors, il n'y a pas une immense différence. Ahsoka, mais tous les comédiens font ça en fait. Le personnage nous attire vers quelque chose. Donc, quand elle est plus jeune, je m'allège un petit peu plus parce qu'elle est un peu plus expiègle et c'est l'image m'attire vers ça. Et quand c'est Rosario Dawson dans la série, comme elle est plus mature, elle est plus mûre, elle est plus ancrée dans le sol, elle est plus enracinée. Donc, je m'alourdis un peu plus. Mais c'est complètement inconscient en fait. Mais je pense que j'ai un avantage par rapport à d'autres copains à moi, c'est que bah, on me reconnaît jamais vocalement. Même des amis, même ma famille, même ma propre mère me dit: «Oh, j'ai regardé une série, elle est vachement bien.» Je suis dedans, maman. Ah bon? Mais je t'ai pas reconnue. Ben, c'est fantastique! Ça veut dire que vous faites à la perfection votre travail. C'est Je passe partout. bon, Je passe partout, c'est génial. c'est fantastique. Hey, je veux parler d'un petit sujet un petit peu plus épineux parce qu'on est beaucoup dans l'actualité de l'intelligence artificielle. Et je sais que vous faites partie des comédiens qui militent beaucoup contre, on va le mentionner, mais ce fléau qui risque beaucoup le métier de la VF principalement. Je trouve ça un petit peu. Je trouve que c'est un drôle d'addon, mais vous avez fait aussi Summer Glow dans les chroniques de Sarah Connor. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de combattre le Terminator des temps modernes? Oui, ça fait un peu cet effet-là. Non, mais Ok, très oui, oui. honnêtement, oui. Mhm. Alors, raison gardée parce que il faut pas non plus le bannir complètement. Oui. Faut pas bannir cette technologie parce elle a de très grands bienfaits dans plein de domaines. Mhm. La recherche, la médecine. Voilà, il y a plein de domaines qui avancent grâce à l'intelligence artificielle et il Je faut suis pas non plus totalement la d'accord. bannir. Mhm. Ce serait ridicule de la bannir. Il faut Oui. aussi savoir vivre avec son temps. Maintenant, quand c'est au service de l'humain, pourquoi pas? Quand ça remplace l'humain, là, c'est non. Et on n'est pas que nous dans le doublage concernés, hein. Les photographes sont concernés, les effets spéciaux sont concernés, les dessinateurs sont concernés. Enfin voilà, tous les artistes, tous les créateurs sont concernés, et pas que. Les assistantes médicales sont concernées, les avocats, les huissiers, les comptables. Il y a énormément de professions, les chroniqueurs radio, les journalistes. Voilà, on est très nombreux à être sur la sellette pour une envie de modernité que j'entends et que je comprends, mais elle est dangereuse. OK. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle a atteint un point de non-retour où il y a encore possibilité de pouvoir rattraper le coup et de faire respecter vos droits en tant qu'employé, tout simplement? Je pense qu'on peut, alors là, ça va se jouer au niveau légal. Mhm. C'est au-delà des clients, c'est-à-dire que c'est au-delà de Disney, Netflix et Amazon. C'est sur le plan légal dans chaque pays qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir légiférer, à mon sens, au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, dans tous les pays du monde où il y a du doublage ou de la création de voix, pour ne parler que de notre branche. Il va falloir légiférer pour que ce soit fait par des humains et pour des humains. Il ne faut pas oublier qu'au bout de la chaîne, on a nos petits téléspectateurs, adultes ou enfants,
Et moi, ça me pose un cas de conscience de me dire que j'ai une fille de 7 ans, j'ai pas envie que ma fille de 7 ans regarde un film ou un dessin animé doublé par un robot. Ça m'intéresse pas. On perd en âme, on perd en création, on perd en spontanéité, et ça n'a aucun intérêt. Et l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire une émotion nécessairement, Pour ce qu'un l'instant, acteur non. humain peut faire. Pour l'instant, elle peut reproduire des inflexions sonores. Donc, elle va suivre une mélodie. En fait, elle va suivre une partition sonore. Donc, si je suis triste, je suis un peu plus dans les graves. Donc, je vais peut-être redescendre mes inflexions et je vais remonter si je suis un peu plus content. Donc, l'intelligence artificielle va pouvoir faire ça, copier les notes, voilà, rester sur du technique. Mais l'émotion en elle-même, ce que ça va dégager, non. Et puis, nous, nos émotions changent tous les jours. Il suffit que j'ai eu une bonne nouvelle le matin et je vais jouer peut-être différemment que si j'en avais eu une mauvaise. Mhm. Est-ce que, On est est-ce- humain, donc on met de l'âme. ouais. Est-ce que est-ce que la perception de l'intelligence artificielle est le même qu'au Canada? C'est-à-dire que nous, de notre côté, lorsqu'une entreprise va être dénoncée comme ayant utilisé l'intelligence artificielle pour une affiche, pour un logo, pour une image quelconque, automatiquement, on a l'impression que le produit devient bas de gamme automatiquement parce qu'on a l'impression que, il n'y a pas eu de budget qui a été donné. Fait que ça donne une connotation très négative. Est-ce que c'est la même chose en Europe? Je saurais pas trop dire parce que il y a toujours les pour et les contre, hein. Et donc il y a toujours deux équipes différentes. Les pour IA, eux, ils y voient parfois le gain de temps. Donc, puisque je perds moins de temps à faire quelque chose, je peux passer plus de temps avec les gens que j'aime et avec ma famille. Ceux qui sont contre, effectivement, voient une histoire de bas de gamme parce que c'est fait à la va-vite, c'est fait sans âme et sans rien. Donc, c'est que ça n'a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas forcément le budget pour. Maintenant, il faut savoir qu'une IA, ça coûte des sous quand même. C'est pas gratuit non plus. Pour l'instant, on est aux prémices des choses. Donc, je pense qu'en France, ils savent pas trop où se situer. Puis le français, il a aussi le petit côté lundi, je suis pour, mardi, je suis contre, et puis mercredi, je suis pour, et puis jeudi, je suis contre. Donc, on sait pas trop où ça se place. Au niveau du doublage, il est clair que la plupart des adeptes de VF sont contre. Je dirais pas bien évidemment, mais ça tombe sous le sens aussi. Et puis les pro VO, eux, sont pour, puisque de toute façon, ils s'en foutent, ils regardent pas la VF, donc ils veulent que de la VO, donc ils se fichent de savoir comment ça va être doublé. Et puis on en a qui sont dans l'entre-deux, qui nous disent, bah, pourquoi pas en même temps, si ça nous permet de, parce qu'il y a un gros débat là-dessus, de récupérer les voix des personnes qu'on aimait et qui sont décédées. Oui. Ben Pourquoi pas? justement, je pense que pour faire un parallèle à ça, il y avait l'acteur James Earl Jones qui avait fait la voix de Darth Vader, qui avait accepté de donner sa voix avant de Oui. mourir. Est-ce que c'est un concept que vous trouvez favorable pour l'IA? Tant et si longtemps que la personne Alors, ne pratique plus le métier, tout va bien. Est-ce que ça serait le compromis à faire? Alors, je pourrais l'entendre dans l'absolu, parce que je peux comprendre qu'une personne ait envie de garder son art pérenne et que ce soit transmis et que toutes les générations l'entendent. Je peux le comprendre. En tant que ce qu'on appelle ayant droit, donc fille d'eux, je défends aussi les droits de mon père Oui. décédé. Je peux entendre qu'un enfant ait envie de préserver, d'entendre la voix de son père, sa mère, son oncle, sa tante, ad vitam aeternam. Je peux le comprendre. Maintenant, au niveau de l'éthique et au niveau de la morale, j'ai plus de mal. Ben, je pense que c'est principalement Je pour trouve. éviter. Je pense que c'est plus comme il faut avoir le consentement de l'acteur en tant que tel. Tu sais, il y a cette limite à ne pas Alors dépasser. lui, c'est différent parce que lui, il a donné son accord, il l'a validé Exactement. avant de partir. Donc, on ne peut que respecter la volonté du défunt de toute façon. Maintenant, quand le défunt n'a pas donné de directive par rapport à ça, c'est là où ça devient très compliqué et c'est nous, ayant droit, qui sommes dans l'obligation de trancher. Et il faut essayer de trancher comme la personne l'aurait souhaité. C'est encore une casquette supplémentaire et plus compliquée à gérer, je pense. Ouais. Euh, on va changer de département. Un gros merci en passant pour votre avis. On espère vraiment que ce combat-là, vous allez pouvoir le vaincre parce que je trouve que les comédiens méritent de faire entendre leur voix. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais de pouvoir continuer Non, c'est ce un beau jeu de fabuleux mots, au métier. contraire. Non, c'est fabuleux. Puis, C'est un très bon jeu de mots, au contraire. fait que, de votre côté, vous êtes aussi directrice artistique. Vous l'êtes devenue avec le temps par rapport, ben, comme par exemple, vous avez fait la direction artistique de Ben 10, le reboot de 2016, de She-Ra et les princesses au pouvoir. Euh, c'est quoi vos méthodes pour diriger un projet personnellement? C'est quoi, pardon, excusez-moi, je vous ai pas entendu avec Oh le non, non, il n'y bruit. a pas de problème. Quelle est votre méthode pour diriger un projet à bien? Est-ce que vous avez un processus précis pour bien diriger vos comédies?
Non, j'ai pas de processus particulier. Quand je reçois un produit, de toute façon, si je l'accepte, c'est qu'il fait partie de mes codes et des choses que j'apprécie. Mhm. Je vais pas m'aventurer dans une série, un film, un dessin animé d'un domaine que je maîtrise pas trop. Exemple, les mangas. Je Mhm. ne maîtrise pas du tout les mangas. Ben, C'est un je trouve ça monde que je ne Oui. connais pas. Ok, parfait. Ben, je trouve ça très drôle parce que j'ai vu que vous avez fait la version japonaise des Super Nanas, les Super Nanas Zeta. Vous avez Alors, je fait suis en comédienne. Rebelle. Ok, en tant que Oui, comédienne. mais en tant que Euh, comédienne. Est-ce qu'en tant que comédienne, c'est plus simple qu'en tant que directrice artistique? Alors, les super nanas, ça va parce que les super nanas, je le rentre pas encore vraiment complètement dans la catégorie manga. Ok, Ça fait un peu dessin animé. On est moins dans le délire manga comme les One Piece ou les choses comme ça. ok, Là, c'est des mondes que je connais pas du tout. C'est vrai, ils ont vraiment des codes à part et c'est des codes que je ne maîtrise pas et je ne saurais pas gérer. Et même, j'ai fait un manga il y a pas longtemps dirigé par mon ami Hervé Grull. Mhm. Je sais même plus comment il s'appelle. Hervé Même en Gull qu'on a déjà comédienne, rencontré, oui. ça a été compliqué pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il me disait non, non, mais là, attends, vas-y, hésite pas, il faut surligner un petit peu plus, tu peux surjouer un petit peu plus ta fin de phrase. C'est vraiment des codes que j'ai pas du tout, donc je me laisse complètement piloter par le directeur artistique. Je sais pas faire. Donc, en tant que DA, je n'accepte que des projets que je vais pouvoir gérer, que je vais comprendre, Mhm. qui me plaisent, qui me passionnent. Sans ça, je trouve que ça sert à rien d'aller dans des domaines que j'aime pas. Je vais autant donner ça à des gens qui savent faire et qui vont aimer. Je trouve que c'est plus intelligent parce que le résultat n'en sera que meilleur Mhm. et le public n'en sera que plus content. Voilà. Donc quand on me donne des petits bijoux un peu comme la série Mercredi, parce que Mhm. c'est moi qui gère aussi la série Mercredi, et quand on m'a Oui. confié ce petit bijou, moi qui suis une fan inconditionnelle de Tim Burton, j'avais 5 ans, quoi. J'étais comme une gosse. Ah oui. Est-ce que Donc là, oui, je veux là pas j'ai aller trop une... dans les scoops, mais est-ce que vous dirigez la saison 2 en ce moment? Ah, oh, 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 on laisse ça dans l'air, totalement. C'est bon, il n'y a pas de problème. Euh, Pour terminer, on est déjà vers la fin, Olivia. Ça a été une fantastique rencontre. Euh, J'aimerais Est-ce que vous avez des conseils à donner auprès de personnes qui souhaiteraient aller dans le métier de comédien, de VF? Est-ce qu'il y a une caractéristique qu'ils doivent développer absolument pour pouvoir entrer dans ce métier? Je pense qu'une des caractéristiques principales de ce métier, à mon sens, hein, c'est de ne pas avoir d'ego. Mhm. On est au service d'une image. Donc, le côté je veux être sur le devant de la scène et je veux être connu et reconnu, c'est pas en faisant du doublage qu'on peut l'avoir. Enfin, Ouais. on peut maintenant avec l'évolution des choses. C'est vrai qu'on fait pas mal de conventions. Le public demande à rencontrer les comédiens et je trouve ça génial. Et moi-même, je fais des conventions et je suis vraiment très heureuse et épanouie de pouvoir rencontrer les gens qui me disent ah bah merci beaucoup, je suis heureux de vous rencontrer. C'est ultra gratifiant. Mais au démarrage, on ne fait pas ça pour ça. Oui. On ne fait pas du doublage, ou pour moi, même le théâtre et même le cinéma, on ne fait pas ça pour être connu, on fait ça parce que ça fait partie de nous, jouer la comédie, aller chercher des émotions et surtout procurer une émotion à l'autre. Il faut vraiment être dans le partage quand on fait du doublage. Le but, c'est pas nous. Le but, c'est que les personnes derrière leurs écrans soient heureuses et qu'on leur ait procuré une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la peur. Au moins, on a réveillé quelque chose chez eux. Donc, faut pas avoir d'ego. Il faut être capable de tout accepter, de tout entendre, de tout jouer. Et puis surtout, il faut être comédien. En fait, j'en ai plein qui viennent me voir en me disant j'ai une très jolie voix, je peux faire du doublage. Je fais ah bah oui, certainement, mais il faut prendre des cours de théâtre. Il Oui. faut apprendre à aborder un texte, ce qu'on fait en cours de théâtre, parce qu'en doublage, on va nous demander de l'immédiateté. Et si on n'a pas travaillé en amont, pas forcément en impro, mais d'aborder un texte, de le comprendre, de le digérer pour pouvoir le ressortir, l'immédiateté du doublage, on ne pourra pas l'avoir. Mhm. Donc, il faut vraiment être comédien. C'est pas juste un hobby parce qu'on a une belle voix. C'est un vrai métier. Et un métier, ça se travaille et ça s'apprend. Et voilà, c'est très, très bien dit. Un énorme merci, Olivia, pour le temps que vous avez passé avec nous. Mais Euh, merci à toi. je vous laisse le mot de la fin auprès de nos spectateurs. La voix de votre choix, celle que vous voulez. Ah, qu'est-ce que je peux. Bon, généralement, le truc, tu t'en doutes, le truc qu'on me demande plus, c'est de dire que la force soit avec toi. Je suis totalement égayé. C'est la meilleure finale qu'on pouvait avoir. Merci beaucoup, Olivia!